Bonjour, esprit curieux. Bienvenue dans ce voyage intellectuel. Vous êtes-vous déjà demandé comment de grandes civilisations ont été bâties sans un seul livre écrit? Comment les lois, l'histoire et la sagesse ont été transmises à travers des générations entières sans que le moindre détail ne se perde? La réponse est plus puissante que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des secrets les mieux gardés de l'humanité, le pouvoir invisible de la parole. Une force qui ne laisse pas de traces dans la pierre, mais qui est capable de bâtir des empires, de déplacer des montagnes et de définir la réalité même de millions d'individus à travers l'histoire. C'est le logiciel qui tourne sur le matériel d'une culture. Restez avec moi, car ce que nous allons explorer ensemble changera à jamais votre façon de percevoir les histoires, les mythes et peut-être même votre propre mémoire. Ce n'est pas un simple voyage dans le passé, c'est une plongée dans la technologie la plus ancienne et la plus puissante que l'humanité ait jamais connue. Une technologie qui est toujours vivante aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais vous dire un mot sur les images que vous voyez. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour les générer. Considérez-les donc comme une toile, une manière d'illustrer les idées et l'atmosphère de ce que je vous raconte. Elles ne seront pas toujours une représentation exacte, mais plutôt un accompagnement visuel pour vous aider à laisser libre cours à votre imagination avec moi. J'espère sincèrement que vous apprécierez. Pour comprendre ce pouvoir, nous devons d'abord voyager en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Sahel, une vaste région semi-aride qui borde le désert du Sahara. Là, pendant des siècles, l'histoire ne s'est pas écrite, elle s'est chantée. Les gardiens de cette mémoire vivante sont connus sous le nom de griots, mais les appeler de simples conteurs serait une erreur. Un griot est une bibliothèque humaine, une encyclopédie ambulante. Dès leur enfance, ils sont formés à mémoriser des généalogies s'étendant sur des centaines d'années, des histoires épiques de rois et de reines, ainsi que les codes légaux complexes qui régissaient leur société. Leur esprit était l'archive nationale d'empire, comme celui du Mali. Imaginez la pression. Une seule erreur dans la récitation d'une généalogie pouvait provoquer une guerre entre clans. Une mauvaise interprétation d'une histoire légale pouvait mener à une injustice. La formation d'un griot, selon les anthropologues qui ont vécu avec eux, est incroyablement rigoureuse, basée sur la mnémotechnique, la musique et la répétition. Leur instrument, la kora, une harpe-luth à 21 cordes, n'est pas seulement un accompagnement musical. Chaque corde, chaque mélodie, agit comme une encre pour la mémoire. C'est un dispositif mnémotechnique, un outil qui aide à organiser et à récupérer de vastes quantités d'informations. La musique est la clé pour ouvrir les portes de cette bibliothèque mentale. La célèbre épopée de Sundiata, l'histoire du fondateur de l'Empire du Mali, a survécu pendant des siècles uniquement dans la mémoire des griots. Il est plus long que l'Iliade d'Homère. Cela nous démontre que les cultures orales ne sont pas des cultures sans mémoire, mais des cultures dotées d'une forme de mémoire différente et extraordinairement développée. Maintenant, traversons l'Atlantique, dirigeons-nous vers un paysage complètement différent, mais avec un besoin identique, les hauteurs vertigineuses des Andes. Ici, avant l'arrivée des Espagnols, le puissant empire Inca connectait des millions de personnes sans système d'écriture tel que le nôtre. Comment ont-ils fait? Au lieu de griots, ils avaient les Quipucamayok, les maîtres du quipu. Le quipu était un système complexe de cordes nouées. Pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait de simples registres comptables, mais des recherches plus récentes suggèrent quelque chose de bien plus profond. Il pourrait être une forme d'écriture tridimensionnelle. Cependant, le quipu ne fonctionnait pas seul. Il dépendait d'une narration orale qui lui donnait contexte et signification. Les Quipucamayok ne se contentèrent pas de lire les nœuds, ils récitèrent les histoires, les recensements et les chroniques qui leur étaient associées. Le quipu était le matériel, mais la narration orale était, une fois de plus, le logiciel qui lui donnait vie. Mais au-delà des quipus, le tissu de l'Empire était soutenu par des mythes puissants. Des histoires qui expliquaient l'origine du monde, la place des humains dans le cosmos et, de manière cruciale, le droit divin des Incas à gouverner. Ce n'étaient pas de simples fables destinées à divertir, c'étaient des outils de cohésion sociale et politique. Pensons au mythe d'origine des frères Ayar, ou à celui de Manco Cápac et Mama Ocllo, sortant du lac Titicaca. Ces histoires, racontées et re-racontées dans chaque recoin de l'Empire, établissaient Cusco comme le centre de l'univers, le nombril du monde, et ses dirigeants comme des descendants directs des dieux. Ces récits les fonctionnaient comme une constitution non écrite. Ils définissaient la mita, le système de travail rotatif, et l'aini, le concept de réciprocité communautaire. Les gens ne travaillaient pas pour l'État par simple obligation. Ils le faisaient parce que leur vision du monde, façonnée par ces mythes, leur dictait que c'était l'ordre correct de l'univers. Nous avons donc deux exemples, le Sahel et les Andes, à des milliers de kilomètres de distance, sur des continents différents. Et dans les deux cas, nous retrouvons la même vérité fondamentale.
La tradition orale n'est pas une forme primitive de communication, c'est une technologie sociale incroyablement sophistiquée et efficace pour organiser l'humanité. Elle fonctionne en créant une réalité partagée. Lorsque tous les membres d'une communauté connaissent les mêmes histoires, ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes peurs, les mêmes aspirations et la même compréhension du fonctionnement du monde. Cette cosmovision partagée est le ciment qui maintient une société unie, bien plus fort que n'importe quelle loi écrite. Pensez-y de cette façon. Les histoires orales sont comme l'ADN d'une culture. Elles contiennent le code génétique de l'identité d'un peuple. Elles transmettent les informations essentielles à la survie non seulement physique, mais aussi culturelle. Quelles plantes sont médicinales, lesquelles sont vénéneuses, comment naviguer sur le territoire, comment résoudre les conflits. Les mythes de la création andine, par exemple, codifient souvent des connaissances en astronomie sur les cycles agricoles. Les agriculteurs savaient quand planter et quand récolter, non pas grâce à un calendrier papier, mais grâce aux histoires qu'ils racontaient sur les étoiles et les dieux. La mythologie était une science appliquée. De même, dans les épopées du Sahel, sont codifiées des leçons sur la diplomatie, la stratégie militaire et la gestion des ressources. L'histoire d'un roi sage qui sut négocier la paix n'était pas seulement un conte, c'était un manuel d'études pour les futurs dirigeants. La mémoire orale était un dépôt de sagesse pratique. Cela nous mène à une idée clé. Le pouvoir de l'oralité réside dans sa flexibilité et son caractère vivant. Contrairement à un texte écrit qui est figé, une histoire orale peut s'adapter subtilement à chaque nouvelle audience et à chaque nouveau contexte. Elle se met à jour avec chaque nouvelle génération sans perdre son noyau essentiel. Un griot ne récite pas de mémoire comme une machine. Il interprète. Il met l'accent sur les parties de l'histoire les plus pertinentes pour l'audience présente. S'il y a un litige foncier, il se concentrera sur les précédents légaux de l'épopée. Si un prince est sur le point d'être couronné, il soulignera les vertus des grands rois du passé. Cette capacité d'adaptation est un avantage de survie. Elle permet aux cultures orales de répondre aux crises, aux changements environnementaux ou aux menaces externes d'une manière que les cultures rigidement basées sur des textes ne peuvent pas. L'histoire est vivante et respire avec la communauté. Elle n'est pas figée dans un livre poussiéreux. De plus, l'acte de raconter et d'écouter des histoires en communauté crée un lien émotionnel incroyablement fort. Ce n'est pas une activité solitaire comme la lecture, c'est un événement communal. Il renforce l'identité du groupe et les liens sociaux. C'est le rituel qui transforme un groupe d'individus en un peuple. Or, c'est ici que l'histoire prend un tour tragique. L'arrivée du colonialisme et l'imposition de l'écriture alphabétique ont souvent méprisé ces traditions. Elles ont été considérées comme primitives ou non fiables. Les administrateurs coloniaux ne pouvaient concevoir une loi qui ne soit pas sur papier ou une histoire qui ne soit pas dans un livre. Quand un griot meurt, on dit au Mali, c'est comme si une bibliothèque entière brûlait. Avec l'imposition des systèmes éducatifs occidentaux, la chaîne de transmission a été rompue. Les jeunes générations ont été envoyées dans des écoles où elles apprenaient à lire et à écrire, mais perdaient la capacité d'écouter et de mémoriser de leurs ancêtres. Dans les Andes, quelque chose de similaire s'est produit. Les mythes Inca ont été activement supprimés, car considérés comme païens. Les quipus ont été détruits. On a tenté d'effacer le logiciel culturel d'un revers de main. Une nouvelle narration, une nouvelle histoire, une nouvelle religion leur ont été imposées pour les rendre plus faciles à gouverner. Ce processus s'appelle épistémicide. C'est un mot complexe qui signifie l'assassinat de la connaissance. En invalidant les formes de savoir d'un peuple, on invalide le peuple lui-même. C'est une forme de conquête bien plus profonde et durable que la militaire. On conquiert l'esprit, l'âme d'une culture. Cependant, et c'est là le plus étonnant, ce pouvoir invisible est incroyablement résilient. Malgré des siècles de suppression, beaucoup de ces traditions ont survécu. Elles se sont cachées. Elles se sont mêlées aux nouvelles narrations imposées, dans un processus appelé syncrétisme. Elles ont créé quelque chose de nouveau, tout en conservant le noyau ancien. Dans les Andes, les anciennes divinités n'ont pas disparu. Elles ont souvent fusionné avec les saints catholiques. La Pachamama, la Terre-Mère, est toujours vénérée, parfois sous l'apparence de la Vierge Marie. Les histoires ont survécu en changeant de déguisement, démontrant une fois de plus leur incroyable capacité d'adaptation. En Afrique, les griots n'ont pas disparu. Certains sont devenus des musiciens de renommée mondiale, portant leurs histoires sur de nouvelles scènes globales. D'autres continuent d'être des conseillers vitaux dans leur communauté, résolvant les litiges et maintenant vivante la flamme de la mémoire, loin des oreilles des anciens administrateurs. Et cela nous amène au présent. Vous pourriez penser qu'à notre ère numérique, d'informations instantanées et de stockage illimité, la tradition orale est une relique. Mais vous auriez tort. Ce logiciel ancestral continue de fonctionner, souvent dans les endroits les plus inattendus. Nous n'avons qu'à apprendre à le voir. Pensez aux histoires que votre grand-mère vous racontait.
Ce n'étaient pas de simples anecdotes. C'étaient des leçons de vie, des fragments de l'histoire familiale, le code moral de votre clan. Ces histoires vous disent d'où vous venez et par conséquent qui vous êtes. Elles sont votre propre épopée personnelle, votre propre tradition orale. Pensez aux mythes nationaux, l'histoire des pères fondateurs, les légendes de la résistance, les récits d'un passé glorieux. Ces narrations, répétées dans les écoles et les discours politiques, fonctionnent exactement de la même manière que les mythes incas. Elles créent une identité partagée et justifient l'ordre social existant. Même dans le monde de l'entreprise, on parle de storytelling comme de l'outil de marketing le plus puissant. Les marques à succès ne vendent pas seulement des produits, elles vendent une histoire, un mythe. Le mythe de l'athlète qui surmonte tous les obstacles. Le mythe du génie rebelle dans un garage. C'est le même principe ancien avec un nouveau but. Ce que tout cela nous révèle est quelque chose de profond sur la condition humaine. Nous ne sommes pas des êtres purement rationnels qui traitent des données. Nous sommes des êtres narratifs. Nous appréhendons le monde à travers des histoires. C'est notre système d'exploitation par défaut. Cela l'a toujours été et probablement le sera toujours. Les narrations orales nous apprennent que la connaissance n'est pas seulement une information froide et objective. Le vrai savoir, celui qui perdure et façonne les cultures, est enveloppé d'émotions, de rythme, de la chaleur de la voix humaine. C'est une connaissance qui se vit et se ressent, pas seulement qui se lit. La prochaine fois que vous écouterez un mythe ancien, ne le rejetez pas comme une simple fantaisie. Demandez-vous, quel savoir pratique est codifié ici? Quelle structure sociale justifie-t-il? Quelle vérité profonde sur l'expérience humaine essaie-t-il de transmettre? Écoutez-le avec l'attention que vous accorderiez à un griot. Nous avons vu comment les mots parlés, sans laisser de traces physiques, agissent comme un code invisible, capable de construire, maintenir et adapter des civilisations entières. Des gardiens de la mémoire au Sahel, aux architectes de la cosmovision dans les Andes, le pouvoir de la narration orale est l'une des forces les plus puissantes et sous-estimées de l'histoire humaine. Ce pouvoir n'a pas disparu. Il a simplement changé de forme. Il continue d'opérer dans nos familles, dans nos nations et dans notre culture globale. C'est le rappel que, malgré toute notre technologie, nous restons fondamentalement les mêmes créatures qui s'asseyaient autour d'un feu, écoutant des histoires pour comprendre leur place dans l'univers. La tradition orale n'est pas seulement le passé, c'est une lentille pour comprendre le présent. Elle nous montre que la manière dont nous racontons nos histoires collectives définit la réalité que nous habitons. Les narrations que nous choisissons d'amplifier ont le pouvoir de nous unir ou de nous diviser, de construire ou de détruire. C'est une immense responsabilité. Les études en neurosciences cognitives confirment aujourd'hui ce que les anciens savaient par instinct. Notre cerveau est littéralement câblé pour les histoires. Nous traitons et retenons l'information de manière beaucoup plus efficace lorsqu'elle se présente sous forme narrative. Les histoires activent de multiples zones du cerveau, créant une expérience immersive et mémorable. Lorsque vous écoutez une bonne histoire, votre cerveau peut se synchroniser avec celui du narrateur. Ce phénomène, appelé couplage neuronal, signifie que vous vivez les émotions et les pensées du narrateur de manière très directe. C'est une forme de fusion mentale, une connexion profonde que les données brutes ne pourront jamais atteindre. C'est pourquoi l'oralité est si persuasive. Elle ne se contente pas de présenter un argument, elle vous le fait ressentir. La cadence de la voix du griot, le rythme de la kora, l'émotion dans la narration du mythe, tout cela est conçu pour contourner le scepticisme purement rationnel et parler directement au cœur de l'expérience humaine. Dans le monde andin, le concept de senti pensar, penser sentir, capture cette idée. Cela signifie penser avec le cœur et sentir avec l'esprit. Le vrai savoir n'est pas une abstraction froide, c'est une sagesse qui implique tout l'être. Les narrations orales sont l'expression ultime de ce savoir intégré, de cette approche holistique. La perte de ces traditions n'est pas seulement une perte de folklore, c'est une perte de façon d'être et de connaître le monde. C'est l'érosion de la diversité cognitive. Chaque tradition orale qui disparaît est comme l'extinction d'une espèce, une forme unique d'intelligence humaine qui s'en va pour toujours. Heureusement, il y a aujourd'hui un regain d'intérêt. Des mouvements autochtones partout dans le monde travaillent à revitaliser leur langue et leur tradition orale. Les technologues utilisent des outils modernes pour enregistrer et préserver les voix des derniers anciens qui détiennent ce savoir. C'est une course contre la montre. Cette redécouverte nous enseigne une leçon d'humilité. Elle nous montre que notre mode de pensée moderne, basé sur le texte et les données, n'est ni la seule, ni nécessairement la meilleure façon de comprendre le monde. Les cultures orales possèdent une sagesse sur la communauté, la mémoire et la connexion avec la nature que nous avons oubliée. Ainsi, le pouvoir invisible de la parole est un héritage et un défi. L'héritage est la richesse de savoir et de cohésion qui a permis à l'humanité de s'épanouir. Le défi est d'apprendre à écouter à nouveau, à valoriser ces narrations et à comprendre que les histoires que nous nous racontons
et la manière dont nous les racontons ont le pouvoir de façonner notre avenir. La mémoire, comme le démontre Les Griots, n'est pas un simple entrepôt de données, mais un acte créatif et communal. Chaque fois qu'une histoire est racontée, elle est recréée et rendue pertinente pour le présent. C'est un processus dynamique, une conversation continue entre le passé, le présent et le futur, quelque chose qu'un disque dur ne pourra jamais reproduire. Dans le contexte andin, la géographie elle-même fait partie de la narration. Une montagne n'est pas seulement une formation rocheuse, c'est un apu, un esprit gardien avec sa propre histoire et personnalité. Les mythes sont écrits dans le paysage. Pour les lire, vous n'avez pas besoin d'un livre, vous devez marcher et écouter la terre. Cette connexion intime entre histoire et lieu crée un profond sentiment d'appartenance et de responsabilité écologique. Si la terre est un ancêtre qui vous parle, vous ne l'exploitez pas, vous en prenez soin. La narration orale favorise une relation de réciprocité avec l'environnement, une leçon urgemment nécessaire dans notre monde actuel. Pour revenir au Sahel, la parole a un tel pouvoir que certains mots ne peuvent être prononcés que par certaines personnes à certains moments. On comprend que la parole crée la réalité, elle ne se contente pas de la décrire. Ce concept, connu en linguistique sous le nom de performativité, est central dans les cultures orales. La bénédiction d'un griot peut assurer le succès. Sa malédiction peut apporter la ruine. Ce n'est pas de la superstition, c'est la reconnaissance que la réputation, la légitimité et l'honneur, entièrement construits à travers la narration orale, sont les monnaies les plus précieuses dans ces sociétés. Le contraste avec notre culture est fascinant. Nous vivons inondés de mots écrits, de textes éphémères sur les réseaux sociaux. Peut-être est-ce à cause de cette abondance que nous avons dévalué le pouvoir de la parole. Nous avons oublié son poids, sa capacité à construire et à détruire des mondes avec la même facilité. Les cultures orales nous rappellent que chaque mot compte, que la mémoire est un trésor qui doit être cultivé et protégé, que l'identité ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans les histoires qui nous unissent et nous donnent une place dans la grande chaîne de l'être, nous connectant à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui viendront après. En fin de compte, le code invisible dont nous parlons n'est rien d'autre que l'ensemble des histoires qu'une culture décide de se raconter à elle-même. Ces histoires définissent ce qui est bon, ce qui est vrai et ce qui est possible. Changez l'histoire et vous changerez le monde, aussi simple et aussi profond que cela. Autant les chants du Sahel que les mythes andins, malgré leurs différences superficielles, remplissent la même fonction essentielle. Ce sont des technologies de la mémoire, des outils de cohésion sociale et des cartes pour naviguer dans la complexité de l'existence humaine. Ils sont la preuve qu'il y a de nombreuses façons d'être intelligent et de bâtir une civilisation. La prochaine fois que vous lirez à propos d'un peuple sans histoire parce qu'il n'avait pas d'écriture, arrêtez-vous et remettez en question cette affirmation. Leur histoire est là, dans leurs chants, dans leurs rituels, dans les noms de leurs montagnes et de leurs rivières et dans la mémoire de leurs anciens. Nous avons juste besoin d'apprendre à lire dans ce langage. Ce voyage à travers les narrations orales nous montre que l'histoire de l'humanité est bien plus riche et diverse que ce que l'on trouve dans nos bibliothèques. Il existe de vastes continents de savoir et de sagesse qui sont en dehors du texte écrit, attendant d'être écoutés et valorisés. La survie de ces traditions à l'ère numérique est un témoignage de leur pouvoir. Elle démontre que, même si nous nous entourons de technologies, il existe un besoin humain fondamental de connexion, de communauté et de sens, que seule la voix humaine racontant une histoire peut satisfaire pleinement. Pensez-y, l'interaction la plus fondamentale et la plus basique entre un parent et un enfant est l'histoire racontée avant de dormir. C'est dans cet acte intime que se plante la première graine de la culture, du langage et de l'imagination. C'est la continuation d'une chaîne ininterrompue qui remonte aux origines de notre espèce. La grande leçon ici est que l'écriture n'a pas remplacé l'oralité, elle s'y est simplement ajoutée. Nous continuons de vivre dans un monde profondément oral. La politique, l'éducation, les relations personnelles, tout dépend de la parole. Le reconnaître est le premier pas pour comprendre le pouvoir que les narrations exercent sur nous chaque jour. L'autorité dans une culture orale ne provient pas de la citation d'un texte, mais de la réputation et de la sagesse de l'orateur. Elle est basée sur la confiance, construite tout au long d'une vie. Cela crée des systèmes de responsabilité très différents des nôtres, où nous nous cachons souvent derrière l'écrit. Les mythes andins sur la création du monde à partir du chaos ne sont pas seulement une explication du passé, ce sont un guide pour le présent. Ils enseignent que l'ordre doit être constamment maintenu à travers des rituels et un comportement correct. La stabilité du cosmos dépend de l'action humaine. De même, les épopées du Sahel, avec leurs héros complexes qui ont autant de vertus que de défauts, ne présentent pas un monde en noir et blanc. Elles enseignent la pensée critique, l'ambiguïté morale et l'importance de juger un leader par ses actions plutôt que par ses mots. Ce sont des leçons de psychologie et de gouvernance.
Ainsi, ce pouvoir invisible est en réalité le pouvoir de la structure narrative elle-même. La capacité d'organiser des événements en une séquence de cause à effet, de les imprégner de signification émotionnelle et de les transmettre d'un esprit à l'autre. C'est la technologie fondamentale qui nous a rendus humains. L'écriture nous a permis d'externaliser la mémoire, de la stocker en dehors de nos cerveaux. Ce fut une invention incroyable, mais elle a eu un coût. Nous avons peut-être perdu une partie de la capacité de mémorisation et de la connexion communautaire que la dépendance à la mémoire interne exigeait. Aujourd'hui, en valorisant et en étudiant les traditions orales, nous ne faisons pas preuve de nostalgie. Nous cherchons à retrouver un équilibre. Nous reconnaissons que la sagesse humaine est diverse et que la dépendance excessive à une seule forme de savoir nous appauvrit tous. C'est un acte d'expansion intellectuelle. L'avenir de ce savoir dépend de nous, de notre capacité à écouter, à respecter et à créer des ponts entre les mondes. Il dépend de la reconnaissance que l'histoire racontée par un ancien dans un village reculé peut être aussi précieuse qu'un manuscrit dans une bibliothèque universitaire. Il est crucial de comprendre que ces narrations ne sont pas statiques. Le griot qui chante aujourd'hui n'est pas une simple copie de celui d'il y a 500 ans. Il intègre des événements actuels, de nouvelles technologies et des défis modernes dans le cadre de la narration traditionnelle, la gardant ainsi toujours vivante et pertinente. De même, dans les Andes, les mythes sont réinterprétés pour parler de la lutte pour la terre, de l'identité dans un monde globalisé et de la crise climatique. La Pachamama n'est plus seulement la terre fertile, c'est aussi la planète qui a besoin d'être défendue. Les histoires évoluent. Ce dynamisme est la preuve définitive de leur pouvoir. Une tradition qui ne peut pas changer et s'adapter aux nouvelles réalités est une tradition morte. Le logiciel de l'oralité est constamment mis à jour pour faire face aux nouveaux défis du matériel de la réalité. Par conséquent, en étudiant ces cultures, nous ne regardons pas un passé figé. Nous observons un laboratoire vivant de la manière dont les êtres humains utilisent les histoires pour survivre, pour trouver un sens et pour construire des communautés résilientes. C'est une masterclass sur l'art d'être humain. Le savoir n'est pas seulement dans les quoi des histoires, mais dans les comment. Le rythme, la pause, le ton, l'interaction avec le public, tout fait partie du message. C'est une forme de communication holistique qui implique tous les sens et que notre culture de l'écran oublie souvent. La prochaine fois que vous verrez un débat politique, écouterez une publicité ou même participerez à un commérage, essayez de voir le mécanisme sous-jacent. Quelle histoire est racontée? Qui est-il le héros? Qui est-ce le méchant? Quel ordre du monde essaie-t-on d'établir? Vous verrez ce pouvoir invisible partout. Au final, la capacité à tisser des narrations est peut-être l'outil de survie le plus important de notre espèce. Elle nous a permis de coopérer en grand nombre, de planifier l'avenir et de transmettre le savoir à travers le temps. Nous sommes, par-dessus tout, l'animal qui raconte des histoires. Alors la prochaine fois que vous raconterez une histoire, même une anecdote à un ami, souvenez-vous de la lignée dont vous faites partie. Vous êtes l'héritier des griots, des Kipukamayok, de tous les conteurs qui se sont assis autour du feu depuis le début des temps. Vous maniez un pouvoir ancien et sacré. La mémoire du monde n'est pas seulement dans les livres ou sur les serveurs. Elle est dans la voix humaine, dans la chanson qu'une mère chante à son enfant, dans le mythe qu'un ancien partage avec les jeunes. C'est un trésor vivant, fragile et extraordinairement puissant. Prenons-en soin. Le véritable héritage de ces traditions n'est pas seulement le contenu de leurs histoires, mais le rappel que la forme la plus profonde de connexion humaine est simple. C'est une voix qui parle et une oreille qui écoute. Dans un monde de bruit numérique, c'est peut-être là le secret le plus important que nous puissions réapprendre. Quand le monde semble chaotique et dénué de sens, les histoires lui donnent forme. Elles lui donnent un début, un milieu et une fin. Elles nous donnent un rôle à jouer. Les narrations orales sont la preuve que, depuis toujours, nous avons été les auteurs de notre propre réalité. Nous avons le pouvoir de raconter une histoire différente. J'espère que ce voyage vous aura ouvert une nouvelle fenêtre sur la richesse de l'expérience humaine, qu'il vous aura fait apprécier le pouvoir qui réside dans une simple histoire bien racontée. C'est un pouvoir que nous possédons et que nous exerçons tous, que nous en soyons conscients ou non. La prochaine fois que vous rencontrerez une culture qui vous semblera étrange ou différente, cherchez ces histoires. Vous y trouverez son cœur, sa logique, son humanité. Les narrations sont le langage universel qui nous connecte tous au-delà des frontières de la langue ou de la géographie. Des déserts du Sahel au sommet des Andes, la voix humaine a tissé la toile de la réalité, a construit des mondes et a donné un foyer à l'esprit. Ce pouvoir invisible n'est pas perdu. Il attend juste que nous lui prêtions à nouveau attention et que nous écoutions avec le cœur ouvert. Les histoires nous rappellent que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Elles nous connectent au passé, nous guident dans le présent et plantent les graines de l'avenir. Elles sont le fil d'or qui unit toutes les générations de l'humanité dans une seule et grande conversation. En résumé,
Les cultures orales ne sont pas un chapitre primitif de notre passé, mais une source de sagesse pérenne sur les technologies de la communication qui nous rendent humains. Le code invisible des narrations est le logiciel le plus durable et adaptable que nous ayons jamais créé. Nous avons voyagé à travers les continents et les siècles pour redécouvrir la force la plus fondamentale de la civilisation, le pouvoir invisible des histoires. La prochaine fois que vous raconterez ou écouterez une histoire, rappelez-vous que vous participez à l'acte le plus ancien et le plus puissant de création humaine. Merci de tout cœur de m'avoir accompagné dans ce voyage intellectuel. Ce fut un honneur d'explorer avec vous ces idées si profondes et de partager l'étonnante résilience de la mémoire humaine. J'espère que vous l'avez trouvé aussi fascinant que moi. Si ce contenu vous a apporté de la valeur et a éveillé votre curiosité, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne. J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires. Quelle histoire familiale ou locale a marqué votre vie? Partagez votre propre tradition orale. À la prochaine!